Dans les sous-sols d'Ekaterinbourg, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que l'odeur âcre de la poudre, le silence poisseux qui suit une fusillade et le sang qui s'infiltre dans le plancher d'une cave sans nom. C'est ici que se termine une lignée de 300 ans. Pas dans un palais, pas sur un champ de bataille, mais dans une pièce sordide où le droit divin se heurte brutalement à la réalité du plomb. Les échos de l'empire des Romanov ne sont plus des hymnes grandioses, mais le son étouffé d'une agonie chaotique. C'est l'histoire d'une chute, non seulement d'une famille, mais d'une idée. L'idée qu'un homme puisse être choisi par le ciel pour régner sur des millions d'âmes tout en étant sourd à leurs cris. Le dernier tsar, Nicolas II, n'a jamais été forgé pour le pouvoir. Il n'avait pas la cruauté d'Ivan le Terrible, ni la vision de Pierre le Grand. Il était un homme piégé par la naissance, écrasé sous le poids d'un père colossal, Alexandre III, et d'un empire qu'il ne comprenait pas. Son traumatisme n'était pas la faim, mais la peur. La peur de l'échec, la peur d'un trône trop grand pour lui. Cette terreur fondamentale fut aggravée par une blessure plus intime, plus profonde, le sang de son fils. L'hémophilie du tsarévitch Alexis, cet héritier fragile, dont chaque égratignure était une crise d'état, devint la fissure par laquelle la ruine s'infiltra. Dans son désespoir, Nicolas n'a pas cherché un stratège, mais un sauveur. Et il l'a trouvé dans le regard hypnotique d'un paysan sibérien, un mystique dépravé nommé Raspoutine. Sa plus grande faille, son arrogance, n'était pas celle d'un tyran, mais celle d'un homme qui confondait sa propre faiblesse avec la volonté divine. Il se voyait comme le petit père de la Russie, loin du Seigneur. Mais en privé, il était un souverain indécis, un mari dominé par une tsarine hystérique et un père terrorisé. Il s'accrochait à son pouvoir absolu, non par force, mais par un déni pathologique de la catastrophe qui grandait aux portes de son palais. Chaque décision évitée, chaque réforme refusée, était pour lui un acte de foi. En réalité, c'était un acte de suicide pour son empire. Le palais Alexandre, à Tsarskoye Selo, n'était pas une maison. C'était un mausolée doré, une forteresse contre la réalité. Ses murs abritaient un univers parallèle où la révolution n'existait pas. Pour maintenir cette illusion, la cour impériale dépensait chaque année 16 millions de roubles, un chiffre abstrait, jusqu'à ce qu'on le traduise. Aujourd'hui, cela représenterait près de 230 millions d'euros par an. Une somme obscène, dépensée pour financer un luxe inouï, tandis que le pays sombrait dans la famine et la guerre. Cet or finançait plus de 100 salles principales, des salons tapissés de soie mauve et de bois de palissandre, et un personnel de 1500 âmes. Le palais possédait sa propre centrale électrique, un cinéma privé, un ascenseur. C'était une bulle de modernité et de décadence, isolée du monde par des gardes cosaques et une ignorance volontaire. Le véritable secret de ce palais n'était pas caché dans ses murs, mais dans leur fonction. Ces murs, conçus pour protéger la divinité du monarque de la plèbe, devinrent les barreaux de sa prison dorée. Les couloirs où Raspoutine avait autrefois exercé son pouvoir occulte devinrent les chemins de ronde de gardes révolutionnaires hostiles. Le luxe devint une humiliation. La température du marbre, autrefois chauffée par des systèmes modernes, devint glaciale, et le parfum des fleurs fut remplacé par l'odeur de la peur et du rein fermé. Le sacré était devenu profane, entre les mêmes murs. Le contraste moral était une insulte permanente au peuple russe. Le prix d'un seul œuf de Fabergé, ce caprice impérial, équivalait à 60 années de salaire d'un ouvrier de Saint-Pétersbourg. Pendant que la famille dînait sur 12 places servies dans de l'or massif, le peuple faisait la queue des kilomètres pour une miche de pain. Chaque banquet était une célébration sur la tombe d'un pays affamé. Cette déconnexion n'était pas seulement politique, elle était existentielle. C'était la preuve qu'aux yeux des Romanov, le peuple russe n'était qu'un concept lointain, une masse anonyme dont les souffrances ne pouvaient franchir les grilles du palais. Les fondations de la chute avaient été posées bien avant la guerre. En 1896, lors du couronnement de Nicolas, la tragédie de la Kodinka. Plus de 1300 personnes meurent piétinées, écrasées dans une bousculade pour obtenir des cadeaux impériaux. Le soir même, le tsar danse à un bal donné par l'ambassade de France. L'indifférence est perçue comme une cruauté monumentale. En 1905, le Dimanche rouge, des gardes impériaux ouvrent le feu sur des manifestants pacifiques, massacrant des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. L'image du petit père protecteur est détruite à jamais, noyé dans le sang de son propre peuple. Et pendant toutes ces années, l'influence grandissante de Raspoutine, un charlatan qui tenait le destin de l'empire dans ses mains sales, simplement parce qu'il semblait pouvoir apaiser les saignements du jeune Alexis. La superstition gouvernait un empire nucléaire en devenir. La catastrophe n'était plus une possibilité, mais une certitude mathématique. Le pouvoir divin, lorsqu'il est coupé de la réalité humaine, n'est pas un bouclier. C'est l'architecture de sa propre tombe. Il érige des murs d'or et de marbre, non pour se protéger du monde, mais pour s'isoler de sa vérité. Et dans le silence assourdissant de cette isolation, chaque écho devient une prophétie de ruine. C'est une loi immuable de l'histoire. Plus le trône est élevé, plus la chute est brutale. Autrefois, le palais Alexandre respirait. Il vivait au rythme des valses impériales, des rires étouffés derrière des éventails et du parfum des lilas du parc. Ces couloirs de palissandre et de soie mauve étaient le théâtre d'un pouvoir absolu, un univers où le destin d'un empire de 180 millions d'âmes se décidait entre une tasse de thé et une partie d'échecs. L'or des lustres se reflétait dans les yeux d'une dynastie qui se croyait éternelle, protégée par Dieu lui-même. Aujourd'hui, le silence est le seul monarque de ces lieux. Les parquets qui ont supporté le poids des Romanov ne craquent plus que sous les pas des touristes. La poussière s'est accumulée sur les fantômes du luxe et l'air est lourd, non plus de parfum, mais de mémoire.
Le salon mauve de la tsarine n'est plus un sanctuaire, mais une scène de crime historique, une pièce à conviction, où chaque meuble restauré hurle l'histoire d'une catastrophe. Le palais n'est plus une forteresse, c'est un mausolée. Pour maintenir cette illusion dorée, la cour impériale dépensait chaque année une somme qui défie l'entendement, 16 millions de roubles. Ne vous laissez pas tromper par le chiffre. Aujourd'hui, cela équivaut à une dépense annuelle de près de 230 millions d'euros. Un budget obscène pour financer un rêve, alors que l'Empire, lui, sombrait dans un cauchemar de famine et de sang. Cet or n'a pas seulement acheté des palais et des œufs de Fabergé, il a acheté l'ignorance. Et le prix final de cette ignorance fut payé dans une cave sordide, loin des splendeurs de la cour. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une famille, mais celle d'une malédiction financière et morale. Une question pour vous, avant de plonger dans les ténèbres. Les 4 filles du tsar, les grandes duchesses, portaient une armure improvisée lors de leur exécution, ce qui a rendu le massacre encore plus brutal. De quoi était faite cette armure, et combien de kilos de ce matériau avaient-elles cousu dans leurs vêtements? La réponse est la clé pour comprendre le détachement fatal de cette dynastie. Laissez vos hypothèses dans les commentaires. Avant d'être le dernier tsar, Nicolas II était un enfant terrifié. Son père, Alexandre III, n'était pas un homme, mais une force de la nature. Un colosse barbu qui pouvait tordre des barres de fer à main nue et dont la voix faisait trembler les murs du palais. Ce géant voyait en son fils une déception. Une silhouette frêle, des manières douces, un esprit plus enclin à la vie de famille qu'à la poigne de fer nécessaire pour diriger un 1/6 de la surface du globe. Le traumatisme de Nicolas n'était pas la faim ou le froid, c'était le silence écrasant de son père, un silence qui hurlait son incompétence. Il fut élevé non pour régner, mais pour obéir. Chaque leçon, chaque parade militaire était une épreuve, un rappel constant du trône qui l'attendait comme un échafaud. Il apprit l'anglais, le français, l'allemand, il maîtrisait l'étiquette de la cour, mais personne ne lui apprit à gouverner. On lui enseignait à être un gentleman, pas un autocrate. La mort soudaine de son père en 1894 ne fut pas une libération, mais une condamnation. Ce jour-là, dans les couloirs du palais de Livadia, il s'effondra en larmes dans les bras de son cousin, murmurant les mots qui allaient définir son règne. Que va-t-il m'arriver? Je ne suis pas prêt. Je ne sais rien des affaires de l'État. Puis vint la blessure la plus intime, celle qui allait gangréner l'Empire de l'intérieur. La naissance de son fils, Alexis, aurait dû être un triomphe, la garantie de la lignée. Mais le sang d'Itsarevitch portait une malédiction, l'hémophilie. Chaque chute, chaque égratignure était une crise d'état potentielle, une agonie qui plongeait la tsarine dans l'hystérie et le tsar dans une impuissance dévastatrice. Le destin d'un empire de 180 millions d'âmes était suspendu au fil fragile de la coagulation sanguine d'un petit garçon. Cette peur viscérale, cette terreur de père, fut la porte par laquelle le chaos allait s'engouffrer dans le palais. Le moment de la bascule ne fut pas un acte d'ambition, mais un acte de pure terreur. Le jour de son couronnement, écrasé sous le poids des robes impériales et la couronne de monomaque, Nicolas ne fit pas le choix de devenir fort. Il fit le choix de ne plus jamais paraître faible. Il se jura de préserver l'autocratie, non par conviction, mais par une peur panique de l'inconnu. Chaque compromis, chaque réforme lui apparaissait comme une trahison de la mémoire de son père, une brèche dans la digue qui retenait le déluge. Son règne ne serait pas une vision, mais une imitation. Une imitation rigide et sans âme du titan qu'il avait toujours méprisé. L'Empire pourtant grandait de puissance. Sous son règne, la Russie entrait brutalement dans l'ère industrielle. Des milliers de kilomètres de voies ferrées furent posées, liant Moscou à la lointaine Vladivostok. La production de charbon et d'acier explosa. De 1890 à 1913, la production industrielle russe quadrupla. Sur le papier, c'était un triomphe. Des chiffres qui parlaient de progrès, de modernisation, d'un empire qui rattrapait son tort sur l'Occident. L'or coulait dans les coffres de l'État, finançant une armée colossale et une cour dont le luxe défiait l'imagination. Mais cet or avait la couleur du sang et l'odeur de la sueur. La croissance de l'Empire était alimentée par un combustible humain. Dans les usines de Saint-Pétersbourg, des millions d'anciens paysans s'entassaient dans des taudis sordides, travaillant 14 heures par jour pour un salaire de misère. La mortalité infantile était catastrophique. La famine était une menace constante dans les campagnes. Chaque nouveau chemin de fer, chaque nouvelle aciérie était construite sur le dos d'une population sacrifiée, dont les souffrances ne produisaient aucun écho audible dans les salons feutrés de Tsarskoï et Selo. Cette richesse obscène ne servait pas à construire des hôpitaux ou des écoles. Elle servait à maintenir une illusion. Les 16 millions de roubles annuels du budget de la cour, soit près de 230 millions d'euros actuels, finançaient un univers parallèle. Pendant qu'un ouvrier gagnait à peine 200 roubles par an, la famille impériale dépensait des fortunes pour des caprices. Le contraste n'était pas seulement moral, il était mathématique. Une insulte calculée et permanente à la misère d'un peuple entier. La première grande transgression, le péché originel de son règne, survint 2 ans seulement après son accession au trône. En mai 1896, pour célébrer le couronnement, une fête fut organisée pour le peuple sur le champ de Kodinka, à Moscou. Des cadeaux devaient être distribués. Une rumeur se propagea. Il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. La foule paniqua. Ce fut une vague humaine, une marée de corps qui s'écrasaient les uns contre les autres. Plus de 1300 personnes mourirent piétinées, étouffées dans la boue, pour une chope en émail et un bretzel. Le soir même, alors que les corps étaient encore ramassés sur le champ de Kodinka, le jeune tsar et la tsarine se rendirent à un bal grandiose donné par l'ambassade de France. On lui avait conseillé d'annuler, de montrer un signe de deuil. Il refusa. Partir aurait été un affront diplomatique, une faiblesse. Alors, il a dansé. Cet acte, perçu par le peuple non comme une erreur, mais comme une cruauté monumentale, fut la première fissure dans l'icône sacrée du tsar.
Le sang de Kodinka ne sécha jamais. Il devint le ciment silencieux, sur lequel, 22 ans plus tard, les bolcheviks allaient construire leur propre empire de la peur. La ruine était déjà en marche. Le palais Alexandre n'a pas été construit avec de la pierre et du mortier. Il a été érigé avec l'arrogance et le déni. Sa façade néoclassique, d'une symétrie froide et parfaite, était un masque posé sur un chaos intérieur. Ce n'était pas une résidence, c'était la matérialisation d'une idée. L'idée qu'une famille pouvait se placer au-dessus de l'humanité, protégée du monde non par des murs, mais par un droit divin qu'elle croyait inébranlable. Chaque colonne, chaque fronton, ne proclamait pas la gloire de la Russie, mais le divorce fatal entre le souverain et son peuple. Pour bâtir cette forteresse d'isolement, on a pillé le monde. Le bois de palissandre des Indes, le bouleau de Carélie des forêts du Nord, l'acajou d'Amérique. La soie couleur héliotrope qui tapissait le célèbre salon mauve de la tsarine venait de Lyon, tissée spécifiquement pour une femme qui ne verrait jamais les mains des ouvriers qui l'avaient fabriquée. Ces matériaux n'étaient pas choisis pour leur beauté, mais pour leur rareté. Ils étaient un langage, une déclaration que même la géographie de la planète devait se plier aux caprices impériaux. Tout cela avait un coût brutal. Chaque année, l'entretien de cette illusion dorée engloutissait 16 millions de roubles, un chiffre qui aujourd'hui se traduirait par une hémorragie financière de près de 230 millions d'euros, annuellement. Une somme obscène, non pour gouverner un empire, mais pour le fuir. Cet or, arraché aux impôts d'un peuple affamé, ne finançait pas le progrès. Il achetait le silence des couloirs feutrés, le silence face aux émeutes de la faim, le silence assourdissant d'une dynastie qui avait cessé d'écouter. Franchir les portes du palais Alexandre, c'était quitter la Russie. L'air lui-même changeait. Dehors, la puanteur du charbon et de la pauvreté. Dedans, le parfum des fleurs coupées et de la cire d'abeille. Le son des bottes dans la boue était remplacé par le glissement feutré des chaussons sur des parties illustrées. Les plus de 100 salles principales n'étaient pas des pièces, mais des chapitres d'un conte de fées macabres, où chaque objet, chaque meuble, était une relique d'un pouvoir qui se croyait éternel. Le cœur névralgique de ce monde parallèle était le salon mauve d'Alexandra, un sanctuaire tapissé de soie, baigné d'une lumière tamisée. C'était ici, entre les icônes religieuses et les photographies de ses enfants, que la tsarine gouvernait par procuration. C'était ici que les murmures de Raspoutine avaient plus de poids que les rabeurs des ministres. Cette pièce n'était pas un simple salon, c'était le centre de commande de la superstition, la source dont la ruine s'écoulait pour empoisonner l'empire tout entier. À quelques pas de là, le salon d'érable de Nicolas offrait un panorama saisissant, un style art nouveau, presque moderne, un semblant d'ouverture sur le monde. Mais ce n'était qu'une autre forme d'évasion. Sur son bureau, le tsar ne signait pas des réformes cruciales. Il classait méticuleusement ses photographies, organisait sa collection des timbres. Dans une pièce conçue pour ressembler au bureau d'un homme d'action, il se comportait en archiviste de sa propre vie, tandis que l'histoire, la vraie, se déroulait sans lui, contre lui. Ce palais était une merveille technologique, une capsule de modernité au cœur d'un empire archaïque. Une centrale électrique privée, un ascenseur, un réseau téléphonique interne de 70 lignes, et même un cinéma, où la famille impériale regardait des films, des images muettes qui dansaient sur un écran, aussi inconscients de la révolution qui grondait à leurs portes que les personnages de fiction qu'ils admiraient. La technologie, qui aurait pu les connecter à leur nation, ne servit qu'à perfectionner leur isolement. La vie à l'intérieur était une chorégraphie mortelle, un ballet de 1500 domestiques, jardiniers et gardes cosaques qui se déplaçaient comme des ombres pour satisfaire chaque besoin avant même qu'il ne soit formulé. Les journées étaient rythmées par les repas, les prières, les leçons des enfants et les promenades dans le parc. Une routine immuable, conçue pour anesthésier, pour effacer toute pensée, toute angoisse. C'était une vie si parfaitement ordonnée qu'elle en devenait une prison de velours, bien avant que les barreaux ne deviennent réels. Les dîners étaient des spectacles de démesure, 12 plats servis dans de l'or massif et de la porcelaine de Sèvres, des montagnes de nourriture de luxe alors que le rationnement de guerre étranglait Pétrograd. Chaque banquet était une insulte, une célébration sur la tombe d'un pays affamé. Le luxe n'était plus un privilège, il était devenu une arme, une démonstration de mépris absolu pour la souffrance de millions d'êtres humains. Même l'amour paternel devint un instrument de la catastrophe. Le palais entier fut réorganisé autour de la maladie d'Alexis. Les tapis étaient éplés pour amortir ses chutes, les coins des meubles arrondis. Chaque couloir était une zone de danger potentiel. Cette obsession, bien que née de l'amour, transforma le palais en un hôpital de luxe et fit de la santé d'un seul enfant la priorité absolue d'un empire en pleine guerre mondiale. Le véritable secret du palais n'était pas caché dans un bunker ou une salle de torture. Le secret, c'est que le palais lui-même était une arme à double tranchant. Les murs conçus pour isoler la famille de la plèbe devinrent les murs de leurs cellules. La forteresse devint une prison. Le changement ne fut pas architectural, mais psychologique. Le jour où les gardes cosaques loyaux et familiers furent remplacés par des soldats révolutionnaires aux yeux durs et silencieux. Soudain, le marbre devint glacial. Le silence, autrefois paisible, se chargea de menaces. Les couloirs où Raspoutine avait autrefois marché, exerçant son pouvoir occulte, résonnaient désormais des pas lourds de leurs geôliers. Chaque objet de luxe, chaque portrait de leurs ancêtres devint un témoin muet de leur chute. Le sacré était devenu profane, entre les mêmes murs. Le palais n'avait pas changé,
C'était le regard posé sur lui qui l'avait transformé en tombeau. L'humiliation était un poison lent. La famille, confinée dans quelques pièces de leur propre maison, voyait son univers se rétrécir jour après jour. Leurs geôliers mangeaient dans leurs assiettes, dormaient dans leurs lits d'invités et les observaient avec un mélange de haine et de curiosité. L'or des murs ne reflétait plus leur pouvoir divin, mais l'éclat brutal de leur impuissance. Le contraste final était une condamnation sans appel. Le prix d'un seul œuf de Fabergé, ce caprice de Pâques, aurait pu nourrir 1 millier de familles pendant un mois. Pendant que la tsarine cousait des diamants dans les corsets de ses filles, espérant acheter leur survie, les mères de Petrograd cousaient des linceuls pour leurs enfants morts de faim. Le palais Alexandre n'était pas simplement un bâtiment, c'était le monument d'une déconnexion si profonde, si catastrophique, qu'elle ne pouvait se solder que par le sang. Ce palais, témoin silencieux, a tout vu. Il a vu la splendeur d'un empire qui se croyait choisi par Dieu, et il a vu sa désintégration brutale. Il a abrité la prière et la superstition, puis la peur et le désespoir. Ces murs ne conservent pas les échos des valsées impériales, mais le souvenir d'une loi immuable de l'histoire. Une tour construite avec l'or de la souffrance des autres n'est pas une forteresse, c'est l'architecture de son propre échafaud. L'erreur fatale ne fut pas une bataille perdue ou un traité mal négocié, ce fut un acte de fuite déguisé en bravoure. En septembre 1915, Nicolas II, le souverain indécis, prit la décision la plus catastrophique de son règne. Il quitta la capitale pour prendre personnellement le commandement de l'armée. Il pensait projeter l'image d'un tsar guerrier, d'un père menant ses fils au combat. En réalité, il abandonnait le cœur de son empire à la dérive, le laissant aux mains d'une impératrice hystérique et d'un mystique dépravé. En liant son destin personnel à la débâcle militaire, il ne devint pas un héros, mais le visage même de la défaite. Chaque soldat mort sur le front devenait sa victime directe, chaque kilomètre de terrain perdu, sa faillite personnelle. Le trône n'était plus à Petrograd, il était enlisé dans les tranchées, attendant sa propre mise à mort. Le palais Alexandre devint alors le premier cercle de l'enfer. Après l'abdication en mars 1917, la forteresse dorée se mua un cellu. Les gardes cosaques, dont la loyauté était une certitude de naissance, furent remplacés par des soldats de la Révolution. Des hommes au visage dur, dont les yeux ne reflétaient plus la dévotion, mais un mélange de haine et de curiosité morbide. Le silence des couloirs, autrefois signe de sérénité, devint lourd de menaces. Chaque repas était une humiliation, servi par des geôliers qui les observaient manger. La paranoïa s'infiltra dans les murs tapissés de soie. Le monde des Romanov, qui s'étendait autrefois sur un 1/6 du globe, se réduisait désormais à quelques pièces, où ils n'étaient plus que les fantômes de leur propre vie. Le voyage vers la fin commença par un train. D'abord Tobolsk, en Sibérie, une relégation loin du monde. Puis Ekaterinbourg, au cœur de l'Oural rouge, un bastion bolchevique. La destination finale n'était pas un palais, ni même une demeure de gouverneur, mais la maison d'un marchand local, la maison Ipatiev. Un nom qui allait entrer dans l'histoire, non pour le commerce, mais pour le sang. C'était l'ultime insulte architecturale. La dynastie qui avait bâti Saint-Pétersbourg finissait ses jours dans une maison bourgeoise, réquisitionnée et rebaptisée la maison à vocation spéciale. Sa location était celle d'un abattoir. La nuit du 16 au 17 juillet 1918, il est un peu plus d'1 heure du matin. La famille est réveillée brutalement. Le prétexte est un mouvement de troupes contre-révolutionnaires. Pour leur sécurité, on leur ordonne de descendre au sous-sol. Ils obéissent, fatigués, dociles. Le tsar porte son fils Alexis dans ses bras. Le garçon est trop faible pour marcher. Ils descendent un escalier étroit et entrent dans une petite pièce vide. Un mur nu, un sol en terre battue. Une seule ampoule nue jette une lumière crue sur leur visage pâle. Il n'y a pas de trône, pas d'icône, juste l'odeur de la poussière et de l'humidité. Ils attendent, confus, dans le silence. Le commandant Yakov Yurovsky entre, un papier à la main. Il lit la sentence, d'une voix mécanique et sans émotion. En raison du fait que vos parents continuent leur offensive contre la Russie soviétique, le présidium du Soviet régional de l'Ural a décidé de vous fusiller. Nicolas se tourne, incrédule. Quoi ? Il n'a même pas le temps de comprendre. Yurovsky lève son pistolet. C'est le signal. La pièce explose dans un vacarme assourdissant. 12 hommes ouvrent le feu simultanément dans l'espace confiné. Le massacre est un chaos brutal et inefficace. La fumée de la poudre remplit la pièce, la rendant irrespirable. Les cris se mêlent aux détonations. Quand la fumée se dissipe, l'horreur se révèle. Plusieurs des grandes duchesses sont encore en vie, gémissant sur le sol. Les balles ont ricoché sur leur corset. Une armure improvisée, non pas d'acier, mais de diamant. Plus de 8 kilos de joyaux que la tsarine leur avait fait coudre dans leurs sous-vêtements, dans l'espoir fou d'acheter leur fuite. Cet or, ce symbole de leur déconnexion, prolonge leur agonie. Les bourreaux, rendus frénétiques, achèvent les survivantes à coups de baïonnettes et de crosses de fusil. Le divin est réduit à de la chair mutilée dans une cave sordide. Le saccage commença avant même que les corps ne soient froids. Dans le silence poisseux de la cave, les soldats se jetèrent sur les cadavres. Ce n'était plus une exécution politique, mais une profanation cupide. Ils déchirèrent les vêtements sanglantés pour arracher les diamants et les rubis cousis dans les doublures. Les doigts qui avaient porté les joyaux de la couronne étaient maintenant inertes, tandis que des mains sales pillaient leurs derniers secrets. La richesse qui avait défini leur vie devenait la cause de leur ultime humiliation dans la mort. L'empire des Romanov ne s'est pas terminé par un décret, mais par le son du tissu déchiré et le tintement des pierres précieuses tombant sur un sol maculé de sang. Pendant que le sang séchait dans la cave d'Ipatiev, le grand pillage de l'empire battait son plein. Les palais ne furent pas seulement nationalisés, ils furent vidés. Le palais d'hiver, le palais Alexandre, devint des coquilles creuses, leurs trésors catalogués, confisqués ou simplement volés.
Des commissaires du peuple parcouraient les galeries, estimant la valeur des Fabergé et des Rembrandt, non pas pour leur art, mais pour leur poids en devises étrangères. Les joyaux de la couronne, amassés sur 3 siècles de pouvoir absolu, furent vendus aux enchères à des capitalistes occidentaux pour financer la machine de guerre de la Révolution. Chaque objet vendu était inclus de plus dans le cercueil d'un monde disparu. L'Empire n'a pas été vaincu, il a été liquidé, pièce par pièce.